Salut à tous, de retour après cette dernière journée de la phase préliminaire avec beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 2 derniers jours. Et puis forcément, on va revenir sur le match de l'équipe de France avec cette défaite contre la Pologne qui on va dire, sur le principe, n'est pas surprenante. On joue contre une équipe de haut niveau, une équipe qui joue chez elle, qui est poussé par tout un peuple dans un environnement très particulier. Savoir maintenant surprenant plus sur les contenus et du côté de la Pologne et du côté de la France. Du côté de la Pologne parce que je trouve que ce qu'avaient proposé les Polonais jusqu'à présent était pas de nature à forcément rassurer les supporters polonais. Ils avaient eu beaucoup de difficultés à être réguliers dans leur engagement, dans le jeu qui avait pu être produit. Ils ont souvent été sur courant alternatif et ils s'en sont sortis vraiment de justesse sur leurs 2 premiers matchs. Et quand on voit l'explosion de performance qu'ils ont été capables de produire contre la France, on se dit que c'est peut-être le match référence, le match qui les fait basculer dans une autre dimension, à savoir que tous les aspects environnementaux, cette pression populaire, l'engouement qu'il y a autour de l'équipe d'une manière très, très générale, j'ai l'impression qu'ils s'en sont libérés et que le match de la France était le meilleur des moments pour se décharger de ce fardeau et pour pouvoir prendre un maximum de plaisir à communier avec leur public en étant très propre, en étant très, très efficace et en faisant preuve d'un engagement et d'une agressivité ouais, à la limite, mais quasi hors norme dans ce qu'ils ont produit ensemble. À côté de ça, on a à contrario les Français qui, pour moi, sortaient d'un match très convaincant et qui se retrouvaient dans la peau d'une équipe qui devait aussi assumer son statut de favori parce que moi, je voyais les Français intrinsèquement plus forts, mieux préparés et avec plus d'alternatives et de variété dans le jeu. Et on se rend compte que tous ces aspects-là, sur ce match-là, n'ont pas eu d'influence. On a très mal débuté ce match-là. On a laissé les Polonais mettre un rythme de fou à la rencontre. On les a laissés s'euphoriser. Toutes leurs premières actions sont positives, que ce soit en défense où ils stoppent, où ils font des stops très très vite dans la partie, que ce soit leur gardien de but qui, dans les 5 premières minutes, avait déjà réussi à mettre en échec toute notre base arrière, que ce soit leur base arrière à eux, qui elle, au contraire, avait su utiliser les premières situations pour transpercer notre défense. Je pense notamment à Bielitski qui, en l'espace de quelques minutes, avait déjà marqué 5 buts. Et puis voilà, on a pris cette porte dans la figure parce que on était peut-être mentalement pas suffisamment prêt à subir cette furia, à subir cet engagement total des Polonais. Ce qui fait que au bout de 12-13 minutes, il y avait déjà 7 buts d'écart et c'est quelque chose qui est quand même complètement hallucinant. Je crois que j'ai besoin de vos lumières pour les gens qui ont une bonne mémoire, qui se souviennent des résultats de l'équipe de France. Quand est-ce que l'équipe de France s'est retrouvée au bout d'un quart d'heure menée de 7 buts dans un match international? Je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup de références. Donc ça met aussi quelque part en lumière le niveau des Polonais sur cette première mi-temps, le niveau de l'engagement, le niveau d'agressivité qu'ils ont pu donner, qui a aussi été entretenu par un arbitrage qui a été très libre. Les arbitres ont laissé énormément jouer et il y a eu énormément de contacts et de situations compliquées. Mais à cet engagement, les Français n'ont pas su répondre. Malgré tout, alors qu'on était en grande difficulté, cette équipe n'a pas perdu pied. Au bout d'un quart d'heure en première mi-temps, je ne pense pas il y aurait pas eu énormément de groupes pour faire front, pour faire face à ce tsunami qui déferlait, pour se calmer, pour pouvoir revenir à la pause et pouvoir être encore dans le match à la mi-temps. Et c'est ce que les Bleus ont réussi à faire. Donc
on a tendance à analyser le match souvent à décharge en voyant les performances individuelles de nos joueurs qui ont été en deçà de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît d'eux. On pense surtout à la base arrière, à Nicolas, à Daniel, à Valentin, qui sont vraiment les trois sur lesquels le match avait été bâti au niveau des choix. Mais quelque part, c'est toujours dans l'interaction avec l'adversaire que les duels se jugent. Et si nos Français se sont trouvés être aussi en difficulté, c'est aussi lié à la grande qualité défensive des Polonais dans euh, dans leur capacité à nous empêcher à jouer sur des premiers temps de jeu, dans leur capacité à faire beaucoup de fautes, à créer beaucoup de contacts avec la base arrière française. Et ça nous a mis en difficulté quasiment tout le match. La deuxième mi-temps est un peu du même calibre. On revient plutôt bien des vestiaires, mais malheureusement, on fait quelques erreurs. On continue de rater assez régulièrement sur Schmal, qui est sur une performance extraordinaire sur ce match-là. Et on a toujours du mal à empêcher régulièrement les arrières polonais de marquer ou de trouver des solutions au pivot. On a aussi pas mal de pertes de balles qui permettent aux Polonais de courir, de marquer des buts simples et de continuer à s'euphoriser. On a l'impression que plus le match avançait et plus le carburant physique ne venait plus de leur propre batterie, mais plutôt de ce que les supporters étaient capables de leur donner en énergie. À l'issue de ce match-là, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir faire une remise en cause totale. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que nos joueurs soient apparus aussi empruntés, autant en difficulté? Seulement, l'équipe de France, malgré le nombre d'étoiles qu'elle porte sur le maillot et le nombre de compétitions qu'elle a pu glaner ces dernières années, ça reste des joueurs qui, lors de ce match-là, ont pris un gros grain, et collectivement et individuellement. On n'a pas réussi à trouver des solutions pour juste faire douter cette équipe polonaise qui, en début de deuxième mi-temps, je pense que la période était propice pour vraiment créer, se rapprocher, se retrouver au contact. Et à ce moment-là, je pense que, on va dire que le rapport de force aurait pu s'inverser. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées au travers du coaching, du choix des joueurs. C'est vrai qu'on a une base arrière qui a été très en difficulté et qu'on a vu peu de rotation, même si Quentin Mahé a fait une rentrée remarquée et a été très bon dans l'alternance, finalement en proposant un jeu un peu moins basé sur du duel et une recherche un peu immédiate de solutions, mais avec un peu plus de mouvement. Et je crois que c'est finalement ce qui nous a le plus gêné durant cette partie. C'est notre incapacité à faire bouger d'abord cette défense pour pouvoir ensuite la manœuvrer, parce qu'on a affaire à des monstres physiques. On voit comment ils sont tous taillés et avec l'engagement qu'ils y mettent. On a souhaité les affronter dans ce rapport de force direct. Et vu qu'on n'était pas dans les meilleures dispositions, on a failli dans ce secteur-là et on n'a pas su trouver d'autres armes tactiques pour pouvoir les contrer en leur proposant plus de temps de jeu, en leur proposant une balle qui aille un peu plus vite. Et finalement, sur ce registre-là, on n'a pas été efficace. Donc concernant les choix qui ont été faits, le fait de laisser Thierry Meyer dans la cage, c'est pour moi un choix d'entraîneur. Effectivement, c'est la logique de Claude Onesta et Didier Dinard depuis quand même beaucoup d'années. Thierry, c'est le gardien de l'équipe de France et c'est vrai que sa doublure ou les doublures qui ont été avec lui ont souvent hérité que de très peu de temps de jeu derrière lui parce que Thierry a souvent était capable, même dans les périodes où il était un peu en dedans, de sortir les ballons qui comptaient, de faire la parade essentielle qui permet de renverser ou de maintenir une situation.
Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Thierry ne fait pas un mauvais match, hein, attention. C'est juste que dans la comparaison avec Schmal, qui a été monstrueux, il fait un match moyen. Voilà. Mais il n'a pas été aux abonnés absents, loin de là. Euh, donc oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais quand on connaît le fonctionnement de l'équipe de France et finalement la confiance que le staff a en Thierry Omeyer, on peut comprendre qu'il soit resté aussi toute la deuxième mi-temps. C'était un match aussi, les enjeux de ce match étaient aussi clairement définis. Rentrer dans le tour principal avec 4 points, se retrouver quasiment dans la meilleure position pour atteindre les demi-finales, mettre les Polonais derrière soi. Donc on était sur la finale du tour préliminaire. Donc qui dit finale dit aussi on donne les responsabilités aux joueurs cadres de cette équipe. Et c'est ce qu'on a vu dès le début du match. Omeyer, Narcisse, Karabatic, Porte, Sorendo, Karabatic aussi en pivot, et nos deux ailiers Guigou et Abalo. Voilà, c'est le groupe de l'équipe de France, c'est la base sur laquelle s'appuient les entraîneurs pour forger leur succès. Et c'était un rendez-vous pour ces gens-là. C'est un rendez-vous qu'on a mal négocié parce qu'on a eu beaucoup d'échecs individuels, parce que collectivement on n'a pas su trouver les bonnes recettes aussi pour proposer d'autres thèmes d'attaque. Et puis parce qu'en défense, on n'a pas su se saisir du problème Bielski qui a mis des buts de manière trop régulière et qui a fait certainement un de ses meilleurs matchs au niveau international dans ce contexte-là. C'est vrai qu'on connaissait sa capacité à mettre des buts de très loin. On ne l'avait jamais vu aussi régulier à ce niveau-là, et c'est excessivement compliqué de défendre sur un garçon comme lui, quand il est capable de déclencher sans mouvement à l'arrêt à 11 mètres 50 et de trouver les quatre angles de la cage. C'est très compliqué et pour la défense et pour le gardien de but. Donc là, oui, la question peut se poser, de se dire qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas changé notre dispositif pour le sortir du jeu. Je pense que l'idée, en mettant la 5 ans en place, parce qu'il y a quand même eu des réponses tactiques qui ont été apportées, elles n'ont pas porté leurs fruits, mais il y a eu des vraies intentions derrière les choix des entraîneurs. C'était peut-être de le laisser à la manœuvre, de devoir le laisser faire le jeu. C'est quelqu'un qui est là pour tirer. Si on lui coupe un peu ses sorties de balles probables, on le met souvent en difficulté. Malheureusement, sur la deuxième mi-temps, même avec ça, il a quand même réussi à marquer des buts extrêmement importants. Lieski, son pendant du côté droit aussi, était très bon. Jureki plus discret à la marque, mais dans l'engagement et dans l'envie, dans la motivation qu'il pouvait transmettre à ses partenaires, il a été très très bon. Euh, des questions aussi beaucoup qui reviennent sur ce qui se passe pendant les temps morts. Pour moi, ce qui se passe pendant les temps morts, c'est juste la continuité de ce qu'on connaît depuis longtemps en équipe de France, avec Dinard et Onesta, à la seule petite différence près, c'est qu'aujourd'hui, Onesta laisse le champ ouvert à Didier pour pouvoir faire les régulations, faire les réglages ou les changements de joueurs. C'est sa volonté affichée depuis maintenant quelques mois de lui faire prendre notre dimension. Et en même temps, il reste le berger, le gardien du temple, qui, quand il le faut, va rameuter ses troupes, va donner quelques indications précises. Mais en ce qui concerne les régulations sur le jeu, c'est Didier qui a ces prérogatives-là. Et en même temps, il associe les joueurs cadres, à savoir Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse, à ces réflexions-là, où tous peuvent aussi avoir un rôle à jouer, un mot à dire dans les enchaînements ou dans les enclenchements à choisir pour mettre en difficulté l'adversaire du jour. Oui, c'est vrai, j'ai un très très grand bras. Vous avez vu ça, c'est l'un de doigts qui fait ça. Je peux vous dire que c'est gadget au bras, voilà. Maintenant, pour essayer de mettre un peu en perspective ce qui attend l'équipe de France, on est face à trois adversaires de notre calibre,
face auxquelles on n'a pas à avoir peur. C'est des bonnes équipes, des belles nations du handball. Et on sait aussi que c'est des équipes qu'on doit laisser derrière nous. Donc c'est aussi un contexte qui n'est pas simple. On sort d'un match difficile face à la Pologne où on a senti qu'il y avait une grande différence dans l'engagement des Français et des Polonais. On sentait que les Polonais étaient prêts à risquer leur licence, leur carrière sur ce match-là parce que ça prend un sens qui est démesuré parce ils jouent chez eux, parce qu'ils jouent devant leur peuple. Et de notre côté, inconsciemment, je dis bien encore une fois que je ne dis pas que les Français cherchent à s'économiser ou à se préserver pour les échéances futures, mais inconsciemment, il n'y a pas non plus la même énergie qui a été mise lors de ce match-là, et ça a manqué parce que quelque part, c'est pas ni tactiquement ni sur la façon d'aborder la défense polonaise ou sur la façon de défendre contre les Polonais qu'on a perdu. On a perdu parce qu'on a été insuffisant, inefficace dans trop de duels, parce que dans l'agressivité démontrée, on s'est fait manger, et dans l'engagement les uns pour les autres, on n'a aussi pas été au niveau de ce qu'ont produit les Polonais. Donc on se rend compte que face à ce tour principal qui se dessine, finalement, le principal adversaire de la France, c'est peut-être elle, c'est à savoir quelle va être, comment est-ce qu'ils vont réussir à se mettre dans les dispositions mentales euh, qui les remettent dans une position de dominer leur adversaire physiquement, leur adversaire par l'agressivité, par l'engagement. Ensuite, une fois que ces éléments-là seront présents dans le match, je ne me fais aucun souci sur leur savoir-faire individuel et collectif. Tout ça va revenir, tout ça va se remettre en place. Mais par contre, il y a cette nécessaire remise en cause qui s'impose pour espérer voir nos Bleus atteindre ce dernier carré. Il y a de beaux matchs en perspective et je me réjouis à l'avance. Et je vous dis à très vite. Salut!